Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène en week-end à Quiberon et puis on va parler un petit peu du retour de nos expériences sur le Kona après 9 mois et près de 16 000 km. Mais avant ça, générique. Alors c'est parti, on part avec 90% de batterie, on a environ 150 km, 1h45 de route si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui pas besoin d'ABRP puisque vu le peu de distance, il n'y a pas de challenge. Vous voyez qu'on a 459 km d'autonomie avec les 90% de batterie. Donc on devrait arriver avec, je pense, quelque chose comme 60, que je dise pas de bêtises, 57%, quelque chose comme ça sur place, puisqu'on devrait consommer dans les 33% de batterie environ. Donc c'est parti, et puis on se retrouve à destination. Et voilà, on se retrouve, on arrive à destination, il nous reste 1,5 km. On va arriver un petit peu avant 16 h, donc on aura mis 2 bonnes heures, parce qu'on a fait un petit crochet à Vannes. Conso sur cette portion de trajet, on a fait 11,7, alors c'est de la départementale, hein, il fait 11 degrés, il y a grand soleil, on n'a pas de chauffage, donc on a une consommation plutôt faible, et on a fait 43,5 km en 47 minutes, soit environ 58-59 km/h de moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Donc au conso de 11,6, maintenant ça a baissé, et on va arriver, je pense, avec 59% de batterie. Là on est à 60, il nous reste 1,5 km, donc un peu plus qu'estimé, donc c'est plutôt pas mal. On va revenir un petit peu plus tard sur le retour d'expérience après les 9 mois. Là, on va aller poser nos affaires, brancher la voiture puisque nous allons à l'hôtel et nous avons un point de recharge à destination. Donc ça, c'est cool aussi. Donc on va pouvoir remettre un peu d'énergie dans la batterie tout en bénéficiant du bord de mer et de ne pas se préoccuper de la recharge de la voiture. Donc ça, c'est un des avantages de l'électrique quand on a une recharge à destination. On ne s'en préoccupe pas, on charge quand on est arrivé, pendant qu'on est en train de faire autre chose. Et puis donc moi je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. On est reparti pour le chemin du retour. On a rechargé cette nuit, on a 96% de batterie. Bon, coût 0 €. Je remercie l'hôtel Bellevue de Quiberon. 477 km d'autonomie. On va sûrement consommer un peu plus que hier, puisqu'on va faire quelques crochets. Alors on va faire moins de 4 voies, mais quelques crochets, donc un peu plus de kilomètres. Donc on va voir ce que ça va donner. Et puis pendant le trajet, on va parler du retour d'expérience sur ce Kona après les 9 mois. Déception, pas déception, qu'est-ce que ça dit? Allez, c'est parti. Bon, alors ce Kona, qu'est-ce que ça donne? Donc ça fait 9 mois, on l'a depuis le 1er juin 2024, nous sommes le 1er mars 2025, on a fait 16 000 km, je sais pas si ça se voit à la caméra, on le voit ici, donc on a pas mal roulé, un peu plus que les autres années. C'est quoi notre retour après ces 9 mois et 16 000 km? Pour rien vous cacher, c'est un peu mitigé. Globalement, c'est une voiture qui fait le job. Les promesses sont tenues pour ce qui est de la partie électrique. On a bien l'autonomie attendue, des consommations plutôt correctes. Je referai une vidéo spécifique sur la partie consommation. Une courbe de charge qui est honnête. Donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire, hein. Le 10-80% se fait en environ 35 minutes. Si on veut être efficient, on fait plutôt du 10-70%, et là on va tenir des choses comme 25 minutes. Donc ça va, mais c'est sur d'autres aspects où ça pêche, et c'est plutôt des aspects qualitatifs et expérience conducteur, on va dire, et on va tenir ça en 4 points. Donc le premier aspect qu'on va aborder, c'est l'aspect confort. Ce que j'appelle confort, c'est toutes les petites assistances, les choses qui sont censées vous faciliter la vie, et toutes les options qui peuvent être incluses dans le véhicule, comme l'ouverture à distance, sans clé, les systèmes de capteurs de pluie et autres. Donc j'inclus tout ça dans la notion de confort. Et il y a pas mal de petites choses qui pêchent en fait dans la manière dont c'est conçu. Donc sur cette version Premium Pack Exécutive, on a
l'intégralité des options. Donc on peut s'attendre à des choses vraiment sympas et abouties, et c'est sur l'aspect abouti que ça pêche. C'est-à-dire il y a plein de fonctions, mais qui ne vont pas tout à fait jusqu'au bout ou qui ne fonctionnent pas comme attendu. La première, c'est l'ouverture sans clé, c'est-à-dire on a la clé dans la poche et on s'approche du véhicule, on met la main sur la poignée de porte et la voiture est censée s'ouvrir. Je dis bien censée parce que malheureusement ça ne s'ouvre pas à chaque fois. En tout cas, il faut réitérer plusieurs essais et attendre plusieurs secondes pour que ça fonctionne. Un autre point, c'est l'ouverture du coffre en main libre. Alors c'est pas comme les véhicules européens où l'ouverture du coffre main libre se fait en passant le pied sous le pare-choc arrière. Là, c'est un système de détection qui détecte que vous êtes présent derrière la voiture avec les clés. Donc le seul problème de ce système, c'est déjà que c'est assez long à faire une détection. Il faut attendre au moins 5 secondes avant que le coffre commence à s'ouvrir. Donc quand vous avez les bras chargés, bon, c'est un peu longué, quoi, on va dire. Et puis l'autre point galère, c'est que si vous avez les clés dans votre poche, que vous passez régulièrement derrière votre véhicule, il va commencer à vous faire une sorte de détection, dire ah bah tiens, il veut peut-être ouvrir le coffre. Donc la voiture se met à biper. Donc faut rester plus de 3 secondes, je crois, de mémoire pour que le coffre finisse par s'ouvrir au bout de 5 secondes. Mais c'est quand même casse-bonbon, genre quand vous êtes dans votre garage, vous passez derrière votre voiture avec les clés sur vous, elle se met à biper en permanence dès que vous passez derrière parce qu'elle croit que vous voulez ouvrir le coffre. Donc ce système-là peut mieux faire. Moi je préfère les versions qu'on a sur les véhicules européens, on va dire, en général, en tout cas les Allemands, où vous passez le pied sous le pare-choc pour ouvrir votre coffre en main libre. Je trouve ça bien plus efficace. On va maintenant parler des capteurs de pluie et de luminosité. Alors là c'est pareil, le capteur de pluie, moi je le trouve catastrophique. Il va arriver des moments où vous commencez à avoir de la pluie, il ne se déclenche pas. Pourquoi, on ne sait pas, donc faut se mettre en manuel ou le forcer à se déclencher. Et puis d'autres moments où il pleut pas beaucoup et ça se met en vitesse rapide, donc sans explication. Je sais pas quoi dire de plus, je pense que le capteur de pluie n'est pas au niveau, clairement. Le capteur de luminosité, c'est à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que déjà il n'est pas réglable en sensibilité. Donc vous pouvez pas choisir un niveau faible, moyen, fort et l'adapter à votre besoin. Donc clairement des fois les feux ne s'allument pas alors qu'il y aurait besoin que ça s'allume. Donc vous êtes obligé de le mettre en manuel. Ce qui fait que moi, souvent en hiver, je roule les feux allumés en permanence. J'enlève les phares auto et je roule les feux allumés. Et l'autre point qui est un peu fâcheux, et sur lequel j'étais habitué à ça sur les véhicules allemands, c'est que quand il pleut, et que vous avez le combo capteur de pluie et capteur de luminosité, quand il pleut et que les essuie-glaces s'enclenchent en continu, sur un véhicule allemand, les feux s'allument. Ce qui est logique puisque vous êtes censé rouler allumé quand il pleut. Pas sur un Hyundai. Sur un Hyundai, quand il pleut, si la luminosité est encore un peu trop élevée, les feux ne s'allument pas, donc vous êtes obligé de les allumer en manuel. Je trouve ça un peu limite. Enfin, pour un véhicule que vous payez quand même 47 000 €, ne pas avoir les petites affinités comme ça, je trouve ça dommage. Donc les feux de route automatiques, pareil, on a sur ce Premium Pack Executive les feux de route qui passent tout seuls en feu de croisement quand un véhicule vient en face. Bon, moi j'ai tout simplement désactivé. J'avais aussi désactivé sur l'ENIAC parce que je trouve que c'est pas suffisamment efficace. Pourquoi? Parce que si vous croisez des véhicules qui arrivent dans des carrefours ou dans des ronds-points et autres, la détection n'est pas assez rapide ou ne se fait pas assez bien et vous gênez les véhicules qui arrivent en face. Et le problème de passage en automatique en phare, en feu de route, c'est que pour repasser en feu de croisement, la cinématique est assez complexe et donc vous perdez du temps et potentiellement vous éblouissez les usagers d'en face. Donc moi je l'ai complètement désactivé et je switch en manuel avec le Komodo. Un autre point un peu embêtant, c'est le temps de démarrage du système. Donc on n'est pas comme sur l'ENIAC 60 que j'avais avec les ME3 et autres où le système était globalement lent. Là, une fois qu'il est démarré, c'est super réactif. Donc on n'a pas de souci à ce niveau-là. Mais au moment du démarrage, c'est long. C'est genre, ça met 15 secondes quoi, avant d'avoir un écran, voire même 20 secondes je pense, avant d'avoir un écran qui répond et qui permette de naviguer dans le système. Donc je trouve ça trop long en fait.
j'aurais presque envie de dire qu'ils auraient dû faire un système où dès qu'ils détectent la clé à proximité de la voiture, ça commence à initialiser le système pour que quand vous montez dans la voiture, hop, il soit quasiment prêt en fait à l'usage. En tout cas, moi je pense que c'est largement, ça peut largement être amélioré. Parce que au quotidien, si vous voulez juste, par exemple, changer un paramètre de la voiture de charge, elle est stationnée, vous voulez monter dedans pour changer un paramètre, bah, vous êtes obligé d'attendre que le système démarre. Et être assis dans la voiture à attendre pour changer votre paramètre, c'est pas tip top en termes d'expérience, quoi. Donc peut mieux faire à ce niveau-là. Pour le reste, par contre, c'est très réactif une fois que c'est démarré, il n'y a pas de souci. Au niveau des profils, parce que vous avez des profils utilisateurs, donc de mémoire il y en a 3 disponibles. Donc les profils permettent notamment de stocker les réglages du siège, là puisqu'on est sur des sièges électriques à mémoire, donc ça veut dire que quand vous choisissez votre profil, le siège se règle automatiquement à vos derniers paramètres enregistrés. Par contre, il y a tout un tas de paramètres qui ne sont pas enregistrés dans le profil. Un exemple, l'iPedal. Alors moi je roule toujours en iPedal. L'iPedal, elle revient, la régénération revient toujours au niveau 3 par défaut, donc là c'est ce que je viens de mettre, je suis en niveau 3. En niveau 3 vous n'avez pas de iPedal, et à chaque redémarrage elle repasse en niveau 3. Et c'est pareil, vous passez en marche arrière, vous revenez en marche avant, ça revient en niveau 3, vous êtes obligé avec les palettes, alors rien de compliqué, hein, c'est un coup de palette, mais ça reste quand même embêtant, de repasser en iPedal à chaque fois. L'autre chose aussi, c'est l'alerte de franchissement de ligne. L'alerte de franchissement de ligne, on voit le logo ici au tableau de bord, là il est orange parce que j'ai désactivé. À chaque redémarrage, il est remis en route et c'est pas lié au profil. Et donc à chaque redémarrage, il faut le désactiver. Alors pour le désactiver, il faut rester appuyé ici là sur le bouton d'assistance à la conduite pendant plusieurs secondes pour qu'il se désactive. Et pourquoi je désactive? Tout simplement que sur les petites routes de campagne, c'est super dangereux. Parce que quand il se met à détecter parfois que les bords de route est là et qu'il y a la ligne au milieu, et puis que des fois il perd la détection et autres, il donne des coups de volant. Donc si vous êtes sur des petites routes où vous avez à peine la place à passer de voiture qui donne un coup de volant au moment où vous croisez une voiture, vous êtes à peu près sûr de vous taper un accident. Donc c'est très dangereux, donc moi je désactive en permanence. L'autre phénomène aussi, c'est l'alerte de fatigue, les alertes de vitesse et autres. Tout ça, c'est pas lié au profil. Moi, j'aurais vraiment aimé que ça soit comme chez Renault, là, avec leur dernier système, où le profil, vous le chargez au démarrage, via un appui sur un bouton, vous chargez un profil personnalisé qui inclut toutes ces choses-là et qui permet de respecter la loi en termes de, par défaut, démarrage, les systèmes d'assistance sont actifs, mais au moment du chargement du profil, vous avez tous vos paramètres qui sont affectés. Là, au démarrage, vous avez toute une cinématique à faire pour désactiver les niveaux d'assistance. Et moi, si vous regardez ici, j'ai un scotch, j'ai un Chatterton noir que j'ai mis sur le capteur d'attention parce qu'il est tellement insupportable que je l'ai coupé comme ça parce que on peut pas le couper par des raccourcis. En fait, il y a des raccourcis qui permettent d'aller dans des menus d'assistance qui vous permettent de le désactiver, mais il faut faire X clics pour y aller. Ça devient à l'usage très embêtant. Donc en fait moi j'ai directement empêché de fonctionner via un Chatterton. Le truc qui est génial avec ça, c'est que le système va vous biper une fois quand vous roulez. Là il l'a même pas fait depuis le démarrage. Il va vous biper une fois quand vous roulez pour vous dire que ah tiens la détection de visage ne fonctionne pas, et puis c'est tout. Il va pas vous embêter le reste du trajet. Donc c'est un bon moyen d'empêcher de fonctionner. C'est un peu dommage, mais c'est un bon moyen de l'empêcher de fonctionner. Et puis la petite dernière chose concernant les éléments de confort, c'est ce que j'appelle les appuis longs. C'est-à-dire il y a tout un tas de fonctions qui se font par des appuis longs ou courts. Donc les appuis courts, hein, vous faites un appui simple ou quelque chose comme ça, il n'y a pas de problème. Mais les appuis longs, alors je pense que nous les Européens, on n'a pas la même notion d'appui long que nos chers amis de chez Hyundai. Parce qu'un appui long chez Hyundai c'est 3 secondes. C'est bien trop long. Quand vous devez rester appuyé 3 secondes sur un bouton pour désactiver une fonction, sachant qu'au démarrage, vous devez désactiver le système d'alerte de franchissement de ligne, vous devez désactiver l'alerte de survitesse. Donc vous faites des appuis longs sur plein de boutons à chaque démarrage. Et c'est pareil pour le régulateur de vitesse adaptatif. Quand vous voulez naviguer de 10 en 10, c'est un appui long aussi, mais c'est pareil, c'est 3 secondes. Un appui long, c'est censé être, allez, un peu plus d'une seconde, c'est tout. Un appui court, c'est quelques centaines de millisecondes.
Donc ça se change en logiciel, et il serait bien que Hyundai change ça, parce que là franchement c'est pas cool de rester appuyé pendant des plombes sur un bouton pour que la fonction s'active ou se désactive, quoi. Alors on va passer à la deuxième catégorie, les ADAS, même si j'ai commencé à en parler un petit peu, mais là je vais parler spécifiquement des ADAS, puisque ici on a la complète, hein, on a la conduite semi-autonome de niveau 2, les systèmes pour doubler automatiquement sur autoroute et ainsi de suite. Donc les ADAS, qu'est-ce que ça dit? Bon, globalement, on a à peu près tout ce qui se fait en ce moment, même si je pense que par exemple les systèmes de BMW sont bien plus complets, mais on a quelque chose qui sur le papier est très complet. Malheureusement, c'est pareil, il y a des petites choses qui gâchent l'usage au quotidien. Genre la conduite autonome marche globalement bien, mais on la sent un petit peu hésitante. Il y a beaucoup de corrections qui se font, le volant bouge pas mal, on n'est pas sur un rail comme on le serait avec une Tesla par exemple. Donc ça pourrait être largement amélioré. Alors ça fait le job sur 4 voies et sur autoroute, et c'est fait pour ça. Normalement c'est pas fait pour être utilisé sur les départementales ou autres. Bon, ça fonctionne sur départementales dès que vous avez des lignes, hein. Donc là je vais essayer, vous voyez, là je suis en ville. Là il m'a bien détecté, donc on a le volant en vert ici, il m'a bien détecté les lignes et tout ça, elle conduit toute seule, il n'y a pas de problème. Plusieurs problèmes à cette conduite semi-autonome, plusieurs choses qui gâchent un peu l'usage. Le volant n'est pas capacitif, donc là vous voyez elle vient de se couper là. Alors ça c'est un des problèmes, je vais venir dessus tout de suite. Quand elle se coupe en conduite semi-autonome, vous n'avez aucun bip, rien. Vous avez juste le logo qui passe en gris. Donc vous êtes content, parce que si vous êtes en conduite semi-autonome, vous êtes dans un virage et qu'elle se coupe, bon bah vous allez dans le talus. C'est cool. Merci Hyundai. En termes de sécurité, on est pas mal. Le seul moment où vous avez des bips, c'est là où elle va vous le faire. Là je tiens pas le volant. Donc là, elle a repris la détection, et on va voir dans quelques instants. Voilà, garder les mains sur le volant. Donc là je touche toujours pas le volant, et à un moment donné elle va se mettre à biper en passant le volant en rouge là, ici là. On va attendre un petit peu. Voilà, donc là ça fait bip bip, je sais pas si vous l'entendez à la caméra. Et puis vous allez voir, ça va être super sécuritaire, c'est-à-dire que en fait si vous êtes sur un véhicule allemand par exemple, si vous ne reprenez pas la main et que vous êtes donc là moi je suis pas au régulateur, hein, mais elle fait pareil si on est au régulateur. Sur un véhicule allemand, si vous ne reprenez pas le volant, que vous êtes régulateur et tout, le véhicule va se mettre en sécurité, il va mettre le feu de détresse, il va s'arrêter et continuer à maintenir la conduite semi-autonome jusqu'au bout. Alors regardez là, elle s'est coupée. Elle se coupe et elle continue d'avancer. Si j'étais en régulateur adaptatif, le régulateur ne se coupe pas, la voiture ne s'arrête pas et elle coupe juste la conduite semi-autonome, c'est-à-dire qu'elle va continuer potentiellement de rouler à 110 ou 130 sur 4 voies. En coupant la conduite semi-autonome et donc en vous envoyant dans un pont, dans un talus ou sur le bas-côté. Donc pour un système qui est censé vous apporter de la sécurité, bah là en fait il sert juste pas grand chose, puisque il va rien vous apporter du tout, et si vous vous évanouissez ou vous avez un problème au volant, bah vous êtes à peu près sûr de finir dans un accident sur le bas-côté ou dans une voiture ou je ne sais où quoi. En termes de catégorie conduite maintenant, pas grand chose à dire, hormis deux choses principales que sont l'aspect que ce soit une traction, et ça c'est bien dommage parce que, soyons clairs, malgré la réduction de couple qu'on a par rapport à l'ancienne génération de Kona, et le fait qu'on soit en traction, c'est une catastrophe en fait. Dès qu'on veut avoir une conduite très dynamique et qu'on demande beaucoup de puissance et de couple, bah on perd le train avant. Faut vraiment faire super attention, parce qu'on peut vite se retrouver à avoir le train avant qui est complètement perdu en glissade, et on le sent, hein. On sent qu'on le perd, on sent que les pneus n'arrivent pas à suivre aussi, donc on en monte Nexen d'origine là. Ils ont l'air de tenir sur la durée, mais en contrepartie de ça, ils sont incapables de tenir le couple demandé par le moteur électrique dès qu'on sollicite fortement la voiture. Donc vous êtes en sortie de rond-point, vous voulez envoyer un petit peu, vous voulez doubler dès que c'est pas de la ligne droite ou autre, vous allez tout de suite vous sentir que vous perdez le train avant en fait. Donc faut y aller mollo, faut éviter le mode sport finalement, donc c'est bien dommage. J'aurais aimé que ce soit une propulsion pour le coup, parce que sur l'Enyaq je n'avais pas cette sensation où c'est problématique. Je ne perdais jamais le train arrière.
Bon, il y avait que 180 chevaux. Bon, je dis que 180 chevaux, mais c'est déjà pas mal. Mais on perdait jamais le train arrière. Et moi, le souci que je vois là, c'est que on a un châssis qui est plutôt globalement dynamique. Le reste, ça se comporte très bien. On a une voiture qui est pas trop lourde, puisqu'on a une tonne 7, donc c'est juste génial en fait. En termes de rapport performance, châssis, couple et tout ça, c'est super. Mais à cause du train avant, bah, on perd tout cet avantage. Donc c'est bien dommage. Sinon, ça aurait été vraiment une voiture sympa et qui pourrait être conduite avec un peu de fun en fait. Bon, bah là, ce côté fun est un peu effacé par cet aspect perte du train avant. Donc voilà pour ça. Et le dernier point, alors là je chipote un peu, mais c'est le one pedal. Alors le one pedal c'est juste génial par rapport à l'Enyaq. Alors ça c'est un gros plus. Moi je conduis qu'en one pedal. Je ne touche quasiment plus la pédale de frein, hormis cas d'urgence. Et par contre le one pedal manque des fois un peu de feeling et de mordant. Et j'ai l'impression que c'est pas tout le temps, mais c'est dans certaines situations où bah, il s'arrête pas assez suffisamment tôt en fait. Comme s'il relâchait un peu la régène sur les derniers mètres. Et des fois ça fait qu'on a un effet de on n'arrive pas à s'arrêter pile poil où on voudrait. On est genre à mettre plus loin ou choses comme ça. C'est compliqué à définir parce que c'est pas permanent et j'ai pas réussi à savoir quelle était la raison exacte. Donc là vous voyez j'ai lâché, là elle s'arrête bien là en fait comme je le souhaite. Mais il y a par moment, elle va faire une sorte de mini rampage d'1 mètre ou 2 là, que je n'explique pas. Donc bon, assez bizarre. J'ai pas réussi à détecter quelle était la source de ce comportement et à savoir que tiens, bah, c'était dans ce cas-là que j'avais ce comportement-là. Allez, on aborde le dernier point. Le dernier point, c'est la qualité. Et là, c'est vraiment triste. Ce que je vais vous dire, c'est que sur cette Premium Pack exécutive, on a une sellerie cuir obligatoire. Alors moi déjà j'étais pas fan, j'aurais préféré une sellerie tissu, mais on n'a pas le choix en fait, c'est du cuir. Alors quand je vous dis c'est du cuir, c'est un peu une grosse blague, parce que je pense que c'est pas du cuir, c'est un espèce de truc synthétique. Et d'ailleurs je pense que Hyundai n'est pas en conformité avec la loi, parce que je pense que quand on dit que c'est du cuir, ça doit être du vrai cuir, sinon il faut préciser que c'est pas un cuir, que ça peut être un cuir vegan ou autre. Bah, je vais vous montrer l'état de la sellerie, notamment du conducteur, après 16 000 km. J'ai déjà eu des selleries cuir sur des véhicules allemands qui avaient 100 000 km, ils étaient moins abîmés que ça. Là, c'est juste catastrophique en fait. J'ai pas hâte de voir ce que ça va donner après 100 000 km. Franchement, il y a déjà des déformations et des marques sur le cuir, alors que je me contente de m'asseoir avec mon jean dans la voiture. Hein, je m'amuse pas à me frotter sur le siège, quoi. Donc, et quand j'en ai parlé à Hyundai, bah ça c'est pareil. La réponse est un peu à la hauteur de la sellerie. Ah bah non, mais c'est normal. Et puis si on remonte ça chez Hyundai, ils vont nous dire que c'est normal et nous rire au visage. D'accord, ok. Donc en fait, vous avez une sellerie de qualité mauvaise, soyons clairs. Et puis Hyundai s'en fiche et ils vont rien faire pour corriger ça. Donc voilà, c'est un peu le message qu'il faut avoir. Donc je vous montre quelques images, vous allez tout de suite voir ça en images. Vous voyez, alors là je vous montre, je sais pas si ça se voit à la caméra, on voit ici les défauts là. Donc là en fait on a une espèce de bosse qui se fait sur le cuir et on sent que c'est creusé en fait. Donc je pense que c'est pas forcément le cuir en lui-même, même s'il s'use, mais c'est la partie mousse en dessous qui est vraiment pas qualitative. Regardez là aussi ici. Là, en fait, on a des défauts. On en a aussi ici, sur le dossier. Là, voilà, ici. Donc, où c'est creusé dans le dos. Alors, je fais rien que de m'asseoir dans le siège. Hein. Et pour rappel, la voiture, voilà, regardez ici, elle a que 16 000 km. Donc, ça vous donne un peu l'état de la qualité du cuir, quoi. Donc, voilà pour la sellerie. Et puis, un autre point qui chagrine, bon, c'est les rangements. Les rangements, il y a quasiment pas de rangement fermé en fait. Il y a la boîte à gants, il y a sous la coudoir qui est tout petit bah, ces rangements sont sans feutrine, sans antidérapant. Voilà, c'est des petites choses qu'aurait mérité, toujours pareil, on est sur un véhicule à 47 000 €. Bah, ça mériterait peut-être de faire un petit effort sur les rangements, avoir un peu d'antidérapant aux endroits où on met des choses. Alors vous pouvez acheter des choses en aftermarket sur Amazon ou autre, ou AliExpress ou machin,
où vous allez avoir des choses qui viennent se mettre dans les rangements qui sont en caoutchouc, qui permettent d'avoir un truc un peu plus adapté. Mais là, clairement, vous voulez mettre des pièces, vous avez rien. Vous voulez mettre des tickets, vous avez rien. C'est dommage, quoi. Enfin, ça mériterait un petit peu mieux. Alors, il y en a certains qui vont dire que je chipote. Oui, je chipote, mais c'est pas une voiture à 20 000 €. Donc, je pense qu'on a le droit de chipoter. Donc voilà, j'ai fait mon petit tour. C'est pas très positif cette vidéo, mais le but c'était de montrer à ceux qui souhaiteraient acheter un Kona les choses qui peuvent fâcher et pour lesquelles on pourrait s'attendre à avoir un petit peu mieux. Globalement, ça reste une voiture qui fait le boulot. Je reste sur ce que je pensais lors de l'achat. C'est un achat raison, c'est pas un achat passion. C'est une voiture qui fait le job. Sur l'aspect efficience électrique, on en a pour son argent. Mais si j'avais un conseil à donner à gens qui veulent acheter un Kona, ne prenez pas un Premium Pack Executive. En fait, c'est là où vous aurez le plus de déception. C'est sur toutes les petites options en plus et autres. J'aurais presque envie de dire, acheter un Creative, c'est suffisant. Vous en aurez plus pour votre argent, vous serez plus satisfait. Parce que vous n'aurez pas tous les trucs optionnels et qui ne sont pas forcément au niveau des attentes, et ça fera le boulot, quoi. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre vos avis en commentaire pour ceux qui auraient un Kona nouvelle génération. Pour ceux qui n'en ont pas et qui souhaitent en acheter, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.